7h43, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et d'abord, merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin, le lendemain du premier acte de la réforme du Code du travail. Hier, le président Macron a pris soin de recevoir tous les partenaires sociaux en tête-à-tête à l'Élysée. Il a, semble-t-il, desserré le calendrier. Vous lui faites confiance pour nouer un dialogue social sincère ou il fait ça pour la forme ? Je pense que c'est assez formel parce que son intention est claire. Il veut remettre en cause ce code du travail et dans un sens qu'on connaît. C'est du plus l'O El Khomri. C'est toute une philosophie qui veut que la loi recule devant le contrat et que le contrat soit négocié de gré à gré dans l'entreprise. Il n'y a rien à garder dans ce projet de réforme. Non. Tout est acheté. Oui, absolument. Non, mais tout est acheté. D'abord, connaissons la réforme. Pourquoi me dites-vous cette réforme? De quoi parle-t-on? Si c'est de ce dont je parle, oui, tout est acheté. Vous devez comprendre l'importance, Madame Martichoux, pour nous, du Code du travail. Pour nous, le Code du travail, c'est l'histoire des luttes du mouvement ouvrier. Et page après page, ce sont des droits acquis. Aucun n'ont été accordés aux travailleurs. Et si le Code du travail est parfois touffu, c'est parce que le MEDEF n'a cessé de vouloir y introduire ici, là, des dérogations. Si bien qu'à la fin, il est grotesque d'entendre des personnes aussi importantes et intelligentes avoir pour argument de dire le Code du travail est trop épais. Est-ce que quelqu'un se plaint de ce que l'annuaire du téléphone soit trop épais? Non, il faut le nombre de pages qu'il faut. Et je veux dire que ce code est notre protection. Mais ce la que loi plutôt que le contrat. Pardon. Ce que Jean-Claude Mailly a dit hier, le patron de Force ouvrière, il a dit rien n'est plié d'entrée. Il y a une marge de négociation. Donc en effet, vous avez raison. On ne sait pas encore très précisément ce qu'il y a dans la réforme. Maintenant, ça va être le travail d'Édouard Philippe d'en parler aux partenaires sociaux. Vous dites pas de touche, pas une page de ce code du travail. Alors Monsieur Mailly est dans son rôle, c'est celui d'un leader syndical. Le leader syndical, il hérite d'une situation qu'il n'a pas créée. Monsieur Macron annonce qu'il va réviser le Code du travail. Il est normal que les leaders syndicalistes entrent dans cette discussion et décident d'y donner plus ou moins écho et de négocier. C'est leur rôle. Ouais. Mais moi, je suis un dirigeant politique et je me préoccupe de ce qui est bon pour mon pays. Je pense que réformer le Code du travail dans le sens de la diminution de son champ d'action et de la diminution des protections des travailleurs, c'est entrer dans une autre société. Le Code du travail n'est pas juste l'organisation du contrat de travail, c'est une forme de société. Si vous voulez que ce soit la guerre de chacun contre tous... Il a été élu. En effet, madame. Il a dit, et il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire après avoir été élu. Donc, voilà, donc ce que vous êtes en train... Oui, je comprends, mais vous avez raison. Il a une légitimité, non? Il a une légitimité. Alors, nous allons traiter le problème en deux cas. Premièrement, il a une légitimité. Mais pour autant, la démocratie sociale ne s'interrompt pas. Ou alors, on décide que, comme il a été élu, fait ce qu'il veut pendant 5 ans. Non, mais il n'est pas paralysé pour autant. Il peut appliquer son programme. Mais il est en droit de le faire dans les formes prévues par la démocratie, c'est-à-dire par l'Assemblée. Maintenant, il y a un deuxième point, Madame Martichoux. Les gens qui vous entendent apprennent quelque chose qui est très important. Et c'est important que vous l'assumiez, je dis pas vous, mais que l'assument ceux qui l'ont fait. Donc, ceux qui votaient pour Monsieur Macron, au deuxième tour de l'élection présidentielle, votaient pour l'abrogation du Code du travail. C'est bien ce que vous nous dites. Non, j'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit qu'il a été élu, ce qui lui donne une légitimité. Et ce n'est pas parce qu'il a été élu face au Front National au deuxième tour qu'il est condamné à l'immobilisme jusqu'à ce qu'il sache quel est le rapport de force à l'Assemblée. Vous êtes d'accord? Mais pas du tout, je ne suis pas d'accord. C'est un régime parlementaire dans lequel nous vivons. Ce n'est pas... La monarchie présidentielle découle d'un usage des institutions, que les institutions rendent possible, qui est totalement monarchique. Mais non, il faut attendre que l'Assemblée soit élue pour prendre des décisions. Donc vous dites ne rien faire avant le 18 juin sous prétexte que l'élection a été ce qu'elle a été. Sous prétexte? Au prétexte de... Mais attendez, vous appelez ça un prétexte, une élection? Mais pas du tout, bien sûr que non, qu'il a le droit de rien faire. Parce que tant que l'Assemblée n'est pas là, la loi ne peut pas s'appliquer, Madame Martichoux. Je suis désolé de vous dire qu'on n'abrogera pas le Code du travail sur le perron de l'Élysée en disant, écoutez, maintenant le Code du travail, c'est fini. Donc, pardon, il y a 2 ou 3 formalités qui s'appellent le vote. Et d'abord celui des Français. Parce que pourquoi sommes-nous en train de discuter tous les deux à cet instant? C'est pour éclairer leurs décisions. Il y a des élections législatives. Et ils ne sont pas obligés de donner les pleins pouvoirs à Monsieur Macron. Supposez que se retrouvent les 7 millions de personnes qui ont voté pour moi à la présidentielle, dans les législatives, pour voter pour des candidats de la France insoumise, et c'est pas Monsieur Macron qui gagne l'élection, c'est moi. Vous avez parlé de césarisme à propos du couple Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Césarisme, vous êtes sérieux?
Oui, c'est une expression qui décrit une forme de régime politique. Autoritaire. On a dit que dans le gaullisme, il y avait du césarisme. Ça signifie que c'est un moment politique où le leader choisi, est en quelque sorte, essaye de s'élever au-dessus des factions et de les juguler toutes. Et c'est ce qu'il est en train de faire en détruisant les deux partis traditionnels de la vie politique française, LR et le PS, qui étaient les deux grands partis, pour créer une force dont il espère qu'elle soit en état de nous imposer à tous ses vues. Et en particulier, la destruction du Code du travail, mais après il y aura la destruction de l'école avec le nouveau ministre, parce que celui-là, ayant déjà supprimé 80 000 postes du temps de M. Sarkozy, on sent que ça va être chaud avec lui. Jean-Michel Blanquer, 2200 places à 2200 classes, dès la rentrée scolaire, à 12 élèves dans les zones prioritaires, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que Jean-Michel Blanquer a confirmé hier. Voilà, c'est une bonne nouvelle. En effet, tout va bien et nous vivons dans le meilleur des mondes. Je ne vois que ça à dire. Il n'est pas interdit de saluer d'éventuelles décisions qui permettent de lutter contre les inégalités scolaires. C'est pas une bonne nouvelle. Non, mais pardon, bien sûr que si. C'est une bonne nouvelle chaque matin qui se lève. Mais que se passe-t-il pendant la journée? Bien, c'est ça qui compte. Eh bien là, c'est pareil. Que va faire Monsieur Blanquer? C'est ça qu'il faut comprendre. Son intention n'est pas de multiplier les enseignants dans les classes. Il en a supprimé 80 000, Madame Martichoux. Je suis donc, sans faire de procès d'intention, en état de pouvoir vous dire qu'il a l'intention de continuer. Et de la même manière, sa doctrine à propos de l'école, il l'a mis dans un livre. C'est l'idéologue de la droite. Il pense que les écoles doivent se gérer comme des entreprises, que le chef d'établissement doit choisir le personnel et fixer la paye. Pardon de vous dire que c'est pas l'idée que je me fais de l'école républicaine. Alors si par ailleurs il a nommé des profs ici ou là, vous allez pas me faire dire il y a quand même du bon chez cet homme. Bien sûr qu'il y a du bon chez toute personne, mais c'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a du bon chez cet homme? Bruno Le Maire, le nouveau ministre de l'économie, a convaincu PSA et Renault de passer des commandes pour donner de l'oxygène et donc payer les salaires, pour être précis, aux salariés de GMS, la souterraine où vous êtes allé dans la Creuse. Vous l'aviez préconisé. Là, vous pouvez dire que c'est une bonne nouvelle. Eh ben, écoutez, oui, c'est une bonne nouvelle. C'était simple à faire, donc on aurait pu le faire avant. C'est dommage que le Parti socialiste n'y ait pas pensé et laissé quelqu'un de droite le faire. Mais oui, c'était ça qu'il fallait faire. L'État est actionnaire de PSA et de Renault. Cette entreprise n'a aucun des défauts d'un canard boiteux. C'est une entreprise qui a été gérée n'importe comment par des gens qui l'achetaient, comme ils achetaient des pions au Monopoly. Et donc, ils ont détruit. Maintenant, je pense que l'entreprise est capable de redémarrer si elle a un niveau de commande correct. Et ça, les deux constructeurs peuvent le faire. Et puis, 120 000 fonctionnaires, le programme sera appliqué, 120 000 postes en moins, a confirmé à votre place hier Gérald Darmanin. Ça n'est pas une approche comptable, c'est sur l'ensemble du quinquennat. On va voir comment on va faire. Je pense que tout le monde va être extrêmement content d'apprendre ça, parce que ça va faire moins de policiers, moins d'instituteurs, donc ça va aller mieux, c'est clair. Bon, clairement, pour en finir avec l'humour noir, Monsieur Macron et son gouvernement vont appliquer la feuille de route que la Commission européenne fixe. C'est un gouvernement qui n'a pas de marge de manœuvre, d'imagination. Ils appliquent. Bon, la Commission continue stupidement à demander à tous les gouvernements de réduire la dépense publique, alors que celle-ci est le premier levier de la croissance. Donc, la catastrophe va continuer. Mais ce que vous disiez, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous estimez que d'ici le 18 juin, le gouvernement et le président ne sont pas légitimes à amorcer une action politique. J'ai pas dit ça. Vous m'avez demandé s'il était légitime. Vous avez dit il va pas rester dans l'immobilier, il fait ce qu'il veut. Mais là, pardon, en démocratie, on attend que l'Assemblée vote les lois. Pour l'instant, c'est pas encore le prince qui les décide. Donc, d'ici au 18 juin, je recommande à ce gouvernement d'être prudent, mais s'il veut ne pas l'être et afficher plus clairement sa réforme du Code du travail, c'est pas moi qui lui en voudrais, parce qu'au moins on saurait sur quoi on vote. Et la raison pour laquelle il faut battre ses candidats. Et donc vous souhaitez faire finalement de ces législatives un référendum pour ou contre les projets de réforme du Code du travail. Mais la ruse, c'est qu'ils vont pas nous dire exactement ce qu'ils mettent dans. Oui, bien sûr. Et puis j'estime qu'à la fin, je suis un démocrate, je m'inclinerai devant la décision populaire. J'espère que les autres en feront autant. Si c'est moi qui gagne l'élection, j'espère que tout le monde se fera à l'idée que dorénavant, c'est pas comme auparavant. Vous êtes candidat à Marseille dans la 4e circonscription. Vous êtes un candidat de gauche. C'est un peu difficile pour un homme comme moi de dire autre chose qu'il est de gauche. Parce que Menucci, votre adversaire socialiste que vous venez chercher sur son terrain, c'est le sortant, vous accuse de ne pas vouloir dire que vous êtes de gauche pour pouvoir séduire le plus grand nombre. Il n'a pas tort.
Et c'est à cause de lui et de ses semblables. Pourquoi? Parce que le mot gauche est devenu une étiquette confuse. On ne sait plus ce que ça désigne. Quand le mot gauche désigne quelqu'un comme Manuel Valls, qui est tantôt PS, tantôt En Marche, que désigne un Malek Bouti qui demande son investiture à En Marche, puis ensuite revient au Parti Socialiste parce qu'ils l'ont jeté, et permettez-moi de vous dire que ça devient une étiquette confuse. Mais moi, j'ai passé toute ma vie à gauche. Je suis un homme de gauche. Mais c'est pas par ce bout-là. Je vends pas des étiquettes, moi. Je vends un programme. Donc c'est à vous, en lisant mon programme, de dire, si ça vous paraît être un programme de droite, alors vite, expliquez-le moi, parce que ça sera une nouvelle pour moi. Je suis l'homme d'un programme, pas d'une étiquette. Et vous êtes l'homme de la France insoumise qui avait investi des candidats presque partout face à des candidats PC. C'est pas un gâchis quand même? Vous affaiblissez le PC, mais d'une certaine façon, vous vous affaiblissez aussi. Écoutez, ça c'est le point de vue du PC que vous m'expliquez. Il y a eu des négociations, peut-être que nous pourrions prendre 1 heure ou 2 pour les expliquer aux auditeurs de RTL, qui seront passionnés d'apprendre ça. Bon, regardons les choses en face. J'ai demandé que l'on se regroupe sous une étiquette commune pour être compté en commun à la fin des élections. Deuxièmement, que l'on forme un groupe ensemble. Troisièmement, que ce groupe pratique une discipline autour du programme qu'il aura élu. Ça n'a pas pu se faire. Les communistes disent qu'il n'y a pas eu de négociation. Et hier, Pierre Laurent a confirmé que vous lui aviez envoyé le 4 mai un SMS assassin dans lequel vous disiez « Vous êtes la mort et le néant ». Vous lui reprochez d'ailleurs d'avoir utilisé votre photo et des slogans de la France insoumise dans certains cas. Alors, je déplore d'avoir à parler de tout ça, qui ne m'intéresse pas, je le dis, et je sais que le Parti communiste, ses dirigeants, qui sont très différents de ses militants, qui eux me soutiennent, n'existent que par cette polémique. Mais Madame Martichoux, vos citations auraient gagné en clarté si vous aviez fait l'amabilité à vos auditeurs de leur rappeler qu'au mois de janvier de cette année, Monsieur Pierre Laurent, en personne, avait dit « il y a un problème avec la France insoumise, il n'y a pas d'accord et il n'y en aura jamais ». Alors, je veux bien que l'on jette des pierres sur le figuier, mais c'est qu'il y a des figues. Tandis que vous n'en jetterez jamais sur le sien, il n'y a pas de fruits sur cet arbre. On le reçoit, Pierre Laurent. Dernière question, vous souhaitez devenir le mouvement qui dominera à gauche avec des satellites qui seront ceux qui restent du PS, qui n'est pas allé chez Emmanuel Macron et le Parti communiste. Mais quelle vision, mes satellites, tout ça, c'est pas moi ça. Nous avons créé un mouvement, 500 000 personnes l'ont rejoint. Et vient qui veut. Nous sommes unis par un programme, c'est pas dur à comprendre. Si vous êtes d'accord avec le programme, vous êtes avec nous. Quelle que soit par ailleurs votre étiquette, votre carte de parti, si vous en avez ou pas, c'est plus le problème pour moi tout ça. Parce que ça, c'est le vieux monde, il est en train de tomber. Laissez le nouveau monde se construire, se reconstruire. Et ne venez pas me refourguer le vieux matériel de la période précédente. Voilà ce que j'ai à dire. Merci madame. Mélenchon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.